Merci d'être venu. Je sais que vendredi soir, il y a plein de programmes à faire et on est super heureux de vous voir ici dans l'école d'architecture. Et nous avons préparé cette conférence pour les étudiants et aussi pour les auditeurs libres qui viennent découvrir l'école d'architecture. Le titre de notre conférence, ça s'appelle Bâtir pour le climat, un engagement d'architecte. Et pour les mots du départ, j'aimerais bien vous présenter un petit peu, voilà, ici. Donc, c'est une photo, on rentre directement dans le sujet, hein. C'est une photo d'un village dans le sud de la Chine. Comme vous le voyez, je viens d'un autre pays. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en Chine et j'ai commencé mes études d'architecture en Chine. Et cette photo, c'est un des plus beaux villages de Chine que vous voyez ici. C'est un village millénaire qui est bâti sur une rivière qui s'appelle la rivière Yao et il est entièrement façonné avec la nature, avec le paysage. Toutes les pierres que vous voyez ici, ce sont des pierres naturelles qui ont été façonnées par l'homme et ensuite les familles se sont installées autour. C'est dans ce village-là qu'on fait une école d'été internationale avec l'Université du Sud-Est en Chine tous les ans, depuis maintenant presque 5 ans, depuis 2020. Et c'est un village qui est extrêmement bien préservé et qui est bâti avec un génie, je pense, un génie urbain, parce que au moment des grandes inondations, eh ben, dans ce village, les eaux s'évacuent très rapidement. Et je pense que c'est là d'où viennent presque tous les Chinois, parce que en 1950, le taux d'urbanisation de la Chine était autour de 10-11%. Ça veut dire que seulement un Chinois sur 10 vivait dans une ville, si on peut la définir. Ça veut dire à partir de 50 000 habitants. Et donc, nous, quand on est chinois, avec 3 générations plus en avant, on était tous villageois. Donc, c'est là où je viens. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des mots de départ. Next. Ensuite, puisque je suis à La Réunion et qu'on m'a parlé de la métropolisation dans les pays du Sud, j'ai pris des photos de ma ville où j'ai grandi. Donc, c'est la ville de Nankin, qui est l'ancienne capitale de Chine, avant la République populaire de Chine. Quand Nankin a été capitale 6 fois durant les dynasties. Et cette ville, elle a été fondée vers moins de 200 avant Jésus-Christ. Donc, elle a plus de 2000 ans d'histoire. Et dans cette ville, la spécificité, je pense, qui a nourri ma vocation d'architecte, c'est aussi que l'élément architectural est très présent. Nous avons une muraille qui est la plus longue et la mieux préservée, qui date du XIVe siècle, qui reste jusqu'à nous. Aujourd'hui, la muraille de Chine essaye d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO du fait de son ampleur et de son état de préservation. Et c'est une muraille impériale parce que c'était la capitale de la dynastie Ming. Et il y a une succession d'architecture du patrimoine qui nous reste en plein milieu de la ville. En dehors de la muraille, vous avez un lac artificiel et tout cela se retrouve au centre de la ville aujourd'hui. Donc cette ville a été capitale déjà 6 fois, donc c'était une des plus grosses villes en Chine et en fait, autour de 1950, elle avait déjà 2,5 millions d'habitants. Donc, en fait, sa trajectoire, son développement a accompagné vraiment le phénomène d'urbanisation en Chine et la croissance démographique de la Chine depuis 50 ans. Et on est confronté, quand on est habitant de cette ville, à cette superposition de la tradition et de la modernité. Et aussi, quelque chose de très précieux, c'est par rapport à notre centre urbain, nous avons gardé des ensembles architecturaux qui sont de style traditionnel chinois, qui ont été soit préservés, soit construits. Et c'est là où je vais vous parler aussi de la perception que nous avons du patrimoine, qui est peut-être un petit peu différent qu'en Europe ou dans l'océan Indien, qui est très riche. Et quand on fait cette photo, je trouve que cette photo est intéressante. Au premier plan, vous avez la muraille. À côté, vous avez des communautés d'habitation qui datent des années 80. C'est dans une d'elles où j'ai grandi. Donc, c'est à côté de l'université, vous avez le temple et le derrière, vous avez une centaine de tours. Nous avons une centaine de tours aujourd'hui, dont une qui est au centre
qui est devenu le nouveau centre de la ville. Et on ne peut pas vivre dans cette ville sans se questionner comment on peut, quelle est cette relation. Ce que nous voyons, ça a peut-être une épaisseur de 1000 ans. Comment nous pouvons vivre avec le temple ancien, mais aussi voilà, les tours, la modernité, une sorte d'architecture assez universaliste qui est devant nous. Donc, en portant ces questions-là pendant 18 ans, j'ai commencé à faire de l'architecture. Et c'était aussi parce que c'est une ville qui a une très forte relation avec le fleuve, parce qu'elle est sur le fleuve de Yangtze. En cherchant un peu chez moi, ici, en préparant la conférence, j'ai trouvé cette carte qui date du 15e, 16e siècle, qui représente l'assise de la ville, qui est entourée de la muraille, qui fait 33 km de long, et comment elle s'installe par rapport au fleuve. Et je trouve que ça nous renseigne beaucoup par rapport à comment nos ancêtres considèrent cette question de géographie, mais aussi de climat, par rapport aux eaux, par rapport au risque d'inondation, pour se défendre aussi. Et on s'aperçoit que la ville, elle se protège de l'eau à l'époque et qu'on a laissé beaucoup d'espaces verts qui sont en état marécageux. Et je vous ai préparé une autre carte, qui est la carte Google Earth d'aujourd'hui, pour vous montrer l'ampleur de croissance urbaine et de l'étalement urbain que la Chine a vécu depuis les 30 dernières années. En fait, on est passé d'un taux d'urbanisation en dessous de 30%, avec une croissance démographique exponentielle. On est arrivé à plus de 65% du taux d'urbanisation. Donc, la ville s'est étalée. On a même une écocité qui est construite, qui est en train de se faire dans le fleuve, dans une des îles qui est en dessous de la ville, où ça a été toujours marécageux. Donc je pense aussi, quand on est architecte et quand on a grandi dans ce genre de contexte, on s'intéresse à la question de la ville. Donc, c'est un peu toutes les problématiques qu'on traite en tant que professionnel. Ça commence par le contexte vécu. Donc, c'est un peu l'histoire de cette ville. Et ça me ramène à un des premiers livres que j'ai lu en sociologie quand je suis venue faire mes études en France. C'est le philosophe et l'écrivaine américaine Jane Jacobs qui questionne sur l'économie des villes. Je sais que beaucoup d'étudiants ici se posent la question sur l'ensemble des pays du Sud, comment ils se développent. Et j'ai extrait une citation qui est très importante pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'aide au développement, parce que c'est une économiste, elle a aussi beaucoup travaillé sur la ville de New York et la question de la revitalisation des villes existantes, mais elle a aussi une position très forte par rapport aux villes du Sud. Elle dit que en voulant aider des villes du Sud, ce n'est pas simplement d'aller faire, de donner des aides au développement. Parce que vu ce qu'on a vécu en Afrique avec toutes les aides au développement, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Et dans l'économie urbaine, c'était vraiment de pouvoir acheter ce que ces pays et ces métropoles produisent. Donc, ça rejoint un débat que nous avons eu avec les étudiants aussi par rapport à l'image de la Chine. Et je pense que Jane Jacobs a dit vrai, c'est que ma ville s'est beaucoup étendue. C'est aussi grâce à une économie urbaine qui s'est mise en place. On a acheté beaucoup de Made in China. Certes, ce sont des produits qui ont inondé le monde et qui ont peut-être apporté de la pollution et de l'étalement urbain dans nos villes. Aujourd'hui, on se pose sérieusement cette question aussi civilisationnelle. Comment on en fait avec cet étalement et comment on peut encore progresser dans notre économie, mais aussi dans notre cadre de vie par rapport où là où on vient, c'est-à-dire l'image idyllique de village ancien. Donc, en fait, on est dans un dilemme en Chine, à la fois par rapport au progrès économique que nous avons eu, à la fois par rapport au paradis que nous avons perdu parce que notre environnement est très impacté par rapport à ça. Et donc, la question du climat vient ensuite, après quelques années de travail à Paris, et on s'est dit, avec Nicolas, avec qui j'ai fait une agence ensemble, qu'on a aperçu ce problème d'architecture moderne en Chine, parce que nos centres anciens étaient en danger, c'était autour des ans 2010. À Shanghai, on détruisait des lilons du matin au soir. Même si on voulait leur donner un statut, eh ben, sous pression immobilière, on les détruisait parce qu'il y a des intérêts économiques. Et on se posait la question,
aussi pourquoi on retrouve la même architecture partout. Que ce soit à Chicago, que ce soit à Shanghai, que ce soit à Dubaï, on voit des gratte-ciel et on s'est dit, est-ce que c'était une façon pérenne de développer de l'architecture? Donc en 2011, on a nommé notre agence Building for Climate, bâtir pour le climat. C'était avant que le changement climatique devienne un sujet majeur de la société, on s'est posé cette question d'abord parce qu'on s'est aperçu que l'uniformisation était peut-être pas la bonne réponse pour le futur. Donc, depuis quelques années, on a eu d'occasions de pratiquer et aussi de faire de la recherche dans les différentes parties du monde. Notamment, j'ai fait une thèse sur les écoles en Afrique et en Chine, justement en m'intéressant à la différence climatique par rapport à la conception spatiale de l'école. Donc, si vous avez des questions, je peux vous en parler pendant des heures et des heures. Mais rien que cette problématique-là, ça m'a permis, avec Nicolas, d'aller en Afrique, chose très rare à l'époque pour un étudiant chinois qui est venu étudier en Europe. Souvent, on retourne en Chine, mais là, on a fait un pas de plus pour aller découvrir d'autres cultures. Donc, on a travaillé en Afrique, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, un petit peu en Guinée équatoriale, et ensuite, on est parti aussi à Mayotte et au Maroc, à Casablanca, à Rabat. Donc, je trouve que la vie d'architecte est si passionnante parce que c'est aussi une vie de voyage et de découverte et de rencontre. Donc, quand on parle de climat, on parle de zone climatique, mais on parle aujourd'hui souvent d'impact de changement climatique. J'ai vu cette étude qui est menée par Expertise France sur les zones les plus vulnérables. Il y a une quarantaine de paramètres qui ont donné cette cartographie qui montre que, en fait, le progrès, le décret de développement est un élément aussi crucial dans on appelle ça en anglais mitigation, c'est en fait quand on reçoit l'impact du changement climatique, du fait que les zones sont sous-développées ou manquent de ressources, on reçoit beaucoup plus d'impact. Donc on voit bien que dans les zones rouges, c'est essentiellement en Afrique aujourd'hui qu'on a ces impacts. Ces impacts sont très différents du fait aussi que l'Afrique est un très grand continent et que les climats sont différents. Je vous montre un petit peu plus en détail après. Au Burkina Faso. Ici, c'est un projet qu'on a fait tout au début de notre activité d'agence au Burkina Faso parce que j'ai étudié les écoles qui sont notamment sur une typologie de 3 salles de classe au Burkina et j'étais très frustrée parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, il y avait beaucoup d'élèves, mais il y avait beaucoup de manquement de moyens dans ces écoles et que j'ai fait des mesures dans les écoles au Burkina Faso à Ouagadougou. Il faisait 45 degrés dans la salle de classe. Quand on pense qu'on se plaint aussi dans cette école où il fait un petit peu chaud, c'est très vrai, il fait peut-être autour de 30. J'ai mesuré à l'époque qu'il faisait 45 pour les tout petits qui allaient à l'école et qu'ils étaient 50. C'est là où on s'est dit, voilà, pour l'Afrique, pour l'avenir, un avenir désirable de l'Afrique, il faut absolument révolutionner la typologie des écoles. C'est par l'éducation qu'on arrive pour crever le plafond de verre et pour être, voilà, pour être avec le monde. Donc, donc, pendant ma thèse, on s'est intéressé à la question de tradition avec Hassan Fati. Et ce que j'ai retenu dans l'aventure de Hassan Fati et surtout dans son héritage, c'est deux choses. C'est qu'on ne peut pas produire de l'architecture sans travailler avec les habitants. Donc là, on n'est pas dans une posture d'œuvre de l'architecte, on est dans une posture de vivre avec les habitants, de savoir ce dont ils ont besoin et d'apporter des solutions parce qu'en Hassan Fati, il travaille aussi surtout pour la population défavorisée. Il y a cette chose, et il y a une deuxième chose, ce que Hassan Fati nous a dit, j'ai donné une citation ici de ce qu'il a écrit dans son livre qui est publié en 73, c'est que la tradition, c'est peut-être pas quelque chose de lointain. Il considère que la tradition est quelque chose de dynamique, qui peut se former et qui peut se transformer. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que justement, on a eu ce débat avec les collègues aussi sur la définition du patrimoine, notamment en France sur le monument, où il y avait une époque qui est la plus valorisante
valoriser et ainsi on définit le standard de la valorisation par rapport à cette époque. Mais souvent, dans l'architecture vernaculaire et aussi dans la technique de construction, on n'arrête pas les progrès. Et donc aujourd'hui, on voit plein d'exemples où la technique nous aide mieux à utiliser ce que les ancêtres nous ont laissé, notamment en terre crue, sachant que plus de 80% de l'habitat dans le monde entier était en terre crue. C'est le matériau de loin qui est utilisé, même si le béton s'est généralisé, mais ça reste encore un des matériaux le plus utilisés. Donc, nous sommes allés au Burkina et j'ai pris ici une image de mon collègue qui a édité la série du guide subsaharien de l'architecture en 7 volumes en Afrique. Je vous le recommande, ce livre. C'est un travail gigantesque de 3400 pages qui regroupe l'ensemble de l'architecture moderne et aussi du patrimoine dans le monde. Et j'ai eu l'honneur, en finissant mon doctorat, d'écrire et de participer à l'écriture du chapitre sur le Burkina Faso. Et donc, dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, il y a, par exemple, pas aussi vite, la mosquée de Bobo Dioulasso, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, entièrement en terre crue. Vous trouvez encore très vite, quand vous sortez des grandes villes, des bâtiments qui sont faits en terre crue avec des toitures en chaume, donc des matériaux qui viennent vraiment de localement. Le problème, c'est que le Burkina Faso change sur plusieurs aspects. Si on prend que l'aspect climatique, en fait, la capitale Ouagadougou est en fait entre deux zones climatiques, c'est soudano-sahalien. En fait, sous l'impact du changement climatique, il peut y avoir deux phénomènes à cette situation précise, c'est-à-dire on peut avoir des sécheresses extrêmement prolongées, sans aucune pluie, mais on peut aussi avoir des pluies très très fortes qui détruisent tout sur son passage. Donc ça, c'est un impact qu'on a pris en compte quand on est allé faire déjà notre recherche au Burkina Faso. On peut voir que, voilà, donc ça, c'est l'urbain que vous pouvez voir qui s'étend à l'infini à Ouaga. C'est une croûte goudronnée, peut-être même en terre battue, et puis des cases qui se multiplient à l'infini. 50 km sur l'image satellitaire, c'est très très étendu, mais il y a quand même une qualité à ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a du vert. Il y a un géographe qui m'a dit que c'est important d'avoir des maisons parce que chaque fois il y a une maison, il y a une famille. Cette famille, elle a envie de bien vivre malgré toutes les difficultés économiques qu'elle a. Elle plante un fruitier, elle plante des arbres, et c'est cela qui fait vraiment la vitalité de Ouaga, même si la plupart des plans directeurs qu'on a dessinés depuis 30 ans ont absolument échoué. Ils sont là dans un tiroir, mais la ville, elle s'étend. Voilà. Et donc, nous avons eu une opportunité ici dans un nouveau quartier de Ouagadougou. Vous voyez que le problème des quartiers nouveaux, c'est la tabula rasa. Et donc, c'est-à-dire qu'on repart de zéro, il n'y a plus aucune végétation, on est sur une trame extrêmement rigide, carrée, et le ministère a donné à cette fondation qui s'occupe des enfants en fauteuil, il faut dire quelque chose quand même sur cette fondation qui s'appelle la Fondation Fitima, c'est que comme il y a déjà énormément de pression démographique au Burkina, les enfants qui sont handicapés, qui sont en fauteuil, ne sont pas scolarisés. Au Burkina, parce qu'il n'y a déjà pas de place pour les enfants qui n'ont aucun problème en classe. Donc, cette fondation propose à la fois des cours, mais aussi des soins à des enfants, à une soixantaine d'enfants, pour leur donner aussi une fierté d'être à l'école. Donc, notre commande, c'est de produire un centre qui correspond à la fois aux besoins de l'éducation, mais aussi aux soins médicaux pour ces enfants. Et donc, nous avons conçu un centre qui a comme vraiment qui s'organise autour de plusieurs blocs et surtout l'espace central, c'est un jardin nourricier que j'ai montré un petit peu lors de la biennale d'architecture il y a 2 ans et il est entièrement construit avec des matériaux locaux, c'est-à-dire de la terre crue, mais aussi de la pierre latérite, parce qu'on s'est aperçu que la plupart des habitants de Ouaga ne veulent plus
ils ne veulent plus avoir de maisons en terre crue parce qu'elles fondent. C'est vraiment le mot, elles fondent. Il y a eu une inondation extrêmement importante autour de 2010 et un village entier a fondu dans une nuit. Et donc, on s'est aperçu que ce n'est pas parce que la terre crue n'est pas un bon matériau, c'est parce qu'on a oublié que dans la sagesse de l'architecture vernaculaire, on utilise de la pierre, au moins sur 3-4 épaisseurs, pour avoir une fondation solide, justement pour lutter ce genre de phénomène. Donc, on utilise dans ce bâtiment un socle en pierre latérite et ensuite, on érige un mur avec des briques de terre crue. Et ce qui est très intéressant, c'est que la presse vient de l'Est de France. On s'aperçoit que ce qui limite la production de bâtiments en terre crue dans ce pays, c'est aussi parce que les moyens ne sont pas industrialisés et que le nombre de briques qui est produit par cette technique est très, très limité. Donc, première phase du bâtiment, on a trouvé cette presse. Deuxième phase, deuxième bloc, on a trouvé une entreprise qui produisait des briques de terre crue avec des machines plus avancées. Et il ne faut pas dire que voilà, donc c'est parfait parce que chaque fois qu'il y a l'émergence de cette filière, parce que comme vous êtes étudiant, je voudrais quand même, c'est un retour d'expérience, c'est que chaque fois que la filière de terre crue se monte à Ouaga, la filière ciment les rachète. Et donc, il y a dispersion de machines et on recommence par la presse. Donc, je pense que pour garder ce savoir-faire, réfléchir à des alternatives constructives, nous avons besoin de monter en échelle. Ce qu'on appelle upscaling, ça correspond à une conférence qu'on a juste organisée il y a 2-3 jours à Paris, au Forum mondial de bâtiments et climat, c'est-à-dire on a besoin de upscale les savoir-faire et d'utiliser les techniques d'aujourd'hui pour arriver à produire une certaine quantité avec ces matériaux qui sont disponibles sur place. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Juste deux, trois choses à ajouter. Donc, on a pu tester l'inertie de ces briques de terre crue. Et effectivement, c'est une bonne réponse, notamment dans ce climat sahélien, parce qu'on peut vraiment emmagasiner énormément de chaleur qui va se restituer la nuit. Et l'autre stratégie qu'on a mis en place, c'est un comble ventilé. Donc, il faut jouer aussi sur la hauteur de toiture et l'espace intérieur, sa hauteur, pour permettre une évacuation de l'air chaud. Et j'ajouterais aussi que sur ce bâtiment, donc là on ne le voit pas, mais on a ajouté des brasseurs d'air qui permettent d'obtenir un confort. Donc c'est un bâtiment où il n'y a pas de clim et les usagers sont très satisfaits par rapport à un bâtiment classique qui est juste du parpaing avec de la tôle. Ça, c'est ce que tu disais avec les écoles classiques à Ouagadougou. Donc, que le budget de ce bâtiment est presque le même que le budget en agglo de l'école de base sur place. Donc, ce n'est pas un bâtiment avec un fonds étranger, c'est un bâtiment local avec des ouvriers locaux, avec des matériaux qu'on a récupérés du marché, avec une petite enquête de possibilité de disponibilité d'artisans. Alors maintenant, on reste en Afrique, mais on va tout au sud, donc la ville du Cap, dans un township, le quartier de Steenberg. Et j'ajoute aussi que Ning a donc aussi, pendant sa thèse, elle a fait un échange elle est partie de l'EPFL à l'université du Cap. Et c'est ici qu'elle a pu analyser un grand nombre de bâtiments scolaires, à la fois dans le centre historique, mais aussi dans ces quartiers de township. Et c'est là qu'on a eu la possibilité de pouvoir intervenir sur une école, connaissant assez bien l'équipe pédagogique. Je ne sais pas si tu veux expliquer. Alors, ici, on est en termes de géographie, ça s'appelle le Cape Flat. Donc, on est le sol, c'est du sable. Donc, c'est assez difficile de construire et difficile aussi de se protéger de ce vent. Donc, les premiers établissements humains qui ont eu lieu au Cap, ce n'était pas à Cape Flat, c'était dans les zones les plus préservées. Et finalement, c'est ce reliquat qui est devenu l'habitat pour les plus pauvres. Et c'est des kilomètres de township à perte de vue. Alors, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose, un paysage
de l'apartheid qui est encore visible aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant l'apartheid, on a chassé la population du centre-ville et on les a installés dans cette condition difficile. Et aujourd'hui, c'est une photo de l'espace public qui a vraiment été vraiment à l'origine de notre projet. C'est qu'on voit beaucoup d'enfants qui erraient dans les rues et ils aimeraient bien jouer, mais il n'y a pas de place pour jouer. Ils ne sont pas à l'école dans l'après-midi du fait qu'il y a beaucoup d'élèves, donc ils ne sont que scolarisés pendant une demi-journée. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que ce sont aussi des quartiers où le problème de cartel de drogue est extrêmement important. Stingburg produit les plus grands chefs en dealers de la région. Donc, la question, c'est comment on peut améliorer leur espace d'apprentissage. Voilà. Et l'école apparaît dans ce type de quartier comme le refuge, le sanctuaire. Donc, par exemple, ici, vous avez le groupe scolaire de Steenberg avec notamment cette cour qui permet donc aux élèves de jouer et d'être vraiment protégés par rapport aux agressions extérieures. Donc, l'idée, ça a été de travailler avec l'équipe pédagogique qui, notamment, fait beaucoup d'activités périscolaires et notamment de la musique. Le groupe de Steenberg est assez réputé pour la pratique de jazz band. Donc, il y a plusieurs musiciens et chefs d'orchestre qui viennent du centre du Cap donner des cours de musique à ses élèves. Et eux utilisent les espaces scolaires pour répéter. Simplement, ce qui leur manquait, c'est un lieu de diffusion de leur musique. Et ils n'ont pas d'auditorium et on n'avait pas un budget pour créer un vrai auditorium. Donc, on a décidé d'utiliser la cour comme finalement un auditorium en plein air. Et on leur a proposé donc de réfléchir ensemble à l'hypothèse d'une sorte de préau qui pourrait devenir une scène musicale. Alors, il y a toute une partie très importante qui a été de travailler de concert, parce qu'on parle de co-construction, avec les futurs usagers, et notamment l'équipe pédagogique, mais aussi l'ensemble des élèves. Je ne sais pas si tu peux parler de l'ensemble de ces élèves. Donc, on a fait plusieurs workshops où on leur a demandé leur avis, où est-ce qu'on pouvait positionner cette future structure, quelle pourrait être quelle image ils souhaitaient, comment ils voyaient ce projet. Ensuite, on a travaillé aussi avec des étudiants de l'Université de technologie du Cap. Donc, ça a été l'occasion pour eux de venir mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre, notamment comment on coule du béton, qu'est-ce que c'est qu'un fer à béton, comment on le met en place. Donc, ils sont venus, on a monté un workshop, puis nous avons travaillé ensemble. Donc là, on est en train, par exemple, de fabriquer les semelles, couler les semelles de béton pour pouvoir tenir cette future structure en bois. On a aussi travaillé sur donc la ressource locale et on a trouvé de l'eucalyptus qui n'est pas une espèce endémique. Donc, dans certaines zones du Cap, ils ont décidé de couper une grande majorité d'eucalyptus pour replanter des plantes endémiques. Et donc, on a trouvé une entreprise qui, elle, stocke depuis une dizaine d'années ces troncs d'eucalyptus. Et avec eux, on a sélectionné les meilleurs troncs pour pouvoir après tailler les pièces de bois. On a commencé donc à construire ce bâtiment. Donc là, c'est avec une entreprise du quartier. Voilà. Et puis au final, on a terminé donc ce kiosque à musique qui devient le préau de l'école, mais aussi c'est le lieu symbolique de l'école. C'est le symbole de l'école, notamment quand il y a la remise de diplômes. Ils utilisent aussi donc ce petit kiosque pour la cérémonie. Voilà, et puis ici, donc c'est l'ensemble des élèves qui répètent et qui donnent le concert sous ce kiosque à musique. Donc, ce projet est un tout petit projet minuscule. Il a été cité comme cas d'étude par la COP à Glasgow, non pas parce que le projet était énorme, parce que le jury l'a cité comme un cas de transition juste. Et en fait,
ce que la culture aura comme influence et impact sur l'éducation, sur aussi la transition, sur le changement climatique. Donc, en fait, on considère que cet exercice qui est à l'issue d'une recherche, au départ de la thèse, comme une action où on peut intervenir, mais tout le programme, le public, les participants, finalement, la façade aussi, elle a été dessinée avec les élèves. Donc, il y a un grand taux de participation, ce qui fait que l'école est très fière de cette structure. Ça fait 6 ans que le pavillon est construit aujourd'hui et il ressemble au jour où il a été construit. Il y a une très bonne maintenance, il y a une équipe qui s'en occupe et on trouve que si... Voilà, donc c'est vraiment un des projets dont on est le plus fier. Alors, pour continuer, toujours une petite référence qui nous a aussi beaucoup marqué. Donc, c'est l'ouvrage de Christian Norbert Schulz qui s'appelle Le Genius Loci, où là, justement, il nous propose une définition de l'architecture. Donc là, je vais le citer. L'homme habite lorsqu'il réussit à s'orienter dans un milieu et à s'identifier à lui. Et je trouve que c'est une définition vraiment très pertinente de l'architecture. Et ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est que lui, il va parler que ce rapport au milieu. Qu'est-ce que c'est que le milieu? C'est-à-dire que finalement, une architecture, elle doit être spécifique à son milieu. Et le milieu, c'est bien sûr le climat, une connaissance fine du climat, mais ça ne peut pas s'arrêter juste à des données climatiques. Ça va bien au-delà. C'est ce qu'a commencé à introduire Ning, mais c'est cette dimension culturelle qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est un peu c'est cette leçon de Norbert Schulz qu'il ne faut pas oublier pour éviter de finalement produire une architecture qui pourrait être peut-être, par exemple, bioclimatique, mais sans doute générique. Elle pourrait devenir générique. Donc, il faut avoir cette connaissance très fine du lieu et donc de ses habitants, de ses coutumes, de sa culture. Donc, en parlant de Genius Loci, je sais que certains d'entre vous ont fait un voyage d'études au Japon et j'ai pris cet exemple de Chashitsu. En fait, Chashitsu en japonais est une retranscription en chinois de Chashi. Donc, c'est un pavillon de thé. En fait, c'est un monument au Japon et aussi en Chine qui a une grande valeur symbolique. Pourtant, c'est une structure frêle. C'est une structure toute simple avec des éléments végétaux. Et vous voyez l'écran ici qui est fabriqué par les artisans ici. Et c'est ça, en fait, qui est très différent peut-être en Orient, notamment en Chine et au Japon, par rapport à la notion du patrimoine. Parce que pour nous, le patrimoine, c'est le bâtiment qui est debout devant vous, mais c'est aussi les personnes qui le fabriquent, qui sont des trésors nationaux. Nous avons des trésors nationaux en Chine pour fabriquer les théières en terre. Au Japon, les grands charpentiers, les experts qui perdurent cette tradition du pavillon d'Ité sont des trésors nationaux très respectés. Donc, finalement, en fait, le patrimoine, c'est aussi l'homme, c'est aussi l'adaptation de l'homme pour avoir un espace, un mode de vie agréable face à la nature. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça parle à tous les Chinois. Quand on parle du thé, on pense à cet espace où c'est un espace de méditation, c'est un espace de sociabilité, mais c'est un espace aussi très modeste et ventilé. Et c'est là où je vous ramène dans le village où on a fait un travail avec les étudiants de l'Université du Sud-Est depuis 2020, parce que comme nous venons maintenant, la majorité des étudiants viennent des grandes villes, ils ont envie de découvrir ce qui était chez eux il y a quelques décennies et la vie des ancêtres. Donc on a travaillé dans ce village qui est sous forme, en fait, qui est à la confluence, qui est dans la province de Guangxi, qui est à la confluence de deux petites rivières, avec une succession d'histoires. Il y a 200 à 300 résidences qui ont entre 200 et 300 ans aujourd'hui dans ce village. Et il est face à un défi majeur, c'est le développement du tourisme de masse. Quand on devient le plus beau village de Chine, on reçoit du monde. Le tourisme a un impact
très très fort sur l'organisation spatiale et économique du village. Et le plus grand risque de la disparition de ce village, ce n'est pas de restaurer ce village à l'identique, c'est qu'il perde ses habitants. Aujourd'hui, il y a encore 6000 habitants qui vivent dans ce village, mais durant notre enquête, on a vu de plus en plus de déménagements parce que le tourisme amène d'autres secteurs, le tourisme amène des hôtels, des restaurants qui ne sont pas forcément compatibles avec la vie de tous les jours du village et c'est très difficile de cohabiter avec les touristes. Donc notre mission, c'est de réfléchir quelle forme économique et quelle forme spatiale on peut proposer pour faire perdurer ce trésor aussi national au-delà de sa forme spatiale. Donc, tous les ans, on organise, là c'est une photo un peu de travail, tous les ans, on organise un workshop d'été avec des étudiants qui viennent de l'Université du Sud-Est et aussi d'autres universités de Chine, en partenariat, cette année-là, c'était avec l'Université de Kyoto, qui nous a apporté aussi leur savoir-faire dans la préservation des maisons de ville qui s'appelle Sukiya, que vous connaissez peut-être, de Kyoto. Et donc là, il y a aussi une question de confort, parce que beaucoup d'habitants à Kyoto aiment habiter dans le Sukiya, mais la jeune génération, elle déménage parce qu'il n'y a pas assez de confort. C'est là où on a étudié ensemble comment on peut restaurer le patrimoine et comment on peut donner une nouvelle souffle dans ce village aussi par l'activité économique. Et donc, c'est comme ça qu'on découvre que les bâtiments qui sont érigés, c'est parce que c'est un endroit d'échange qui certes est devenu village aujourd'hui, très très petite à l'échelle de la géographie chinoise, mais cet endroit-là fut important dans l'échange des produits agricoles et sur la route du thé de la Chine. Qui a 1500 km de long et il y a des produits agricoles absolument uniques dans ce village, par exemple sur la production de dochu, qui est en fait une sorte de pois fermenté qu'on met dans la cuisine locale, dans toutes les soupes et comme ingrédient et comme épice. Donc, c'est un goût assez fort. Et ce dochu a été exposé à une exposition universelle, à un prix d'or il y a 100 ans. Et les villageois étaient extrêmement fiers de cette production qui est en déclin aujourd'hui. Juste pour un petit peu parler de la photo qui est à droite, qui montre une de ces ruelles. Et ce qui est très intéressant par rapport justement à ce génie du lieu, c'est les matériaux qui sont utilisés. Donc on a cette pierre qui est au sol. Ensuite, on a un soubassement qui en général est en pierre ou en brique. Et puis après, on passe sur des briques de terre et puis donc des tuiles en terre cuite. Donc tout ça, on dit que c'est de l'or posé sur de l'argent. De l'argent, oui. Les bâtiments de Huangyo. Et parfois, sur la rue principale, on va avoir une façade qui est seulement en briques, cette brique un peu bleutée. Par contre, le reste des murs, puisqu'il n'est pas visible de l'espace public, lui, il va être en terre. Donc, on a un côté aussi très, très pragmatique avec la façade de représentation, puis la façade arrière où on a moins de moyens, donc on utilise la terre. Alors là, c'est juste sur ces fameux doche, le principe de fabrication de ces doche. Donc, c'est assez artisanal. On fait notamment on fait plusieurs phases de séchage. On utilise aussi plusieurs fois, on les met à la vapeur. Et donc, c'est un process assez sophistiqué, mais dans le but de créer de la fermentation. Et c'est ça qui va créer donc toute la valeur, notamment nutritive, de ces doche. Voilà. Pour vous raconter une anecdote, c'est que le dochu a besoin de l'espace pour être séché et on l'utilise seulement à la saison de la récolte ou pendant certains moments de l'année. Donc, il y a nos étudiants qui ont repéré au départ des endroits vides en nous disant mais ce sont des terrains vides, c'est le foncier exploitable, on va mettre une auberge de jeunesse, on va mettre des cafés, on va mettre tout plein de choses. Et puis avec l'équipe d'enseignants, on leur a dit mais allez voir dans le village quand il y a un vide comme ça, il y a une raison, donc il y a une activité qui est associée à ce vide, vous ne pouvez pas
faire un programme sans être intéressé à la vie économique du village. Et lors de ce workshop, donc, on s'est intéressé à cette activité de production de Deutsche et on s'est posé la question avec les élèves de comment améliorer, puisque là, on est quand même dans des conditions très précaires, ça reste très artisanal, on a une production très faible. Donc, ça a été, plusieurs groupes ont réfléchi, ont travaillé avec les habitants. Donc, il y a eu pas mal d'interviews. Ils ont généré ce que vous êtes en train de faire, je crois, c'est pour les M1, le fameux SWOT analyse. Donc, cette analyse entre les avantages, les désavantages, les contraintes, etc. Donc, ça a donné une sorte de cahier des charges avec des recommandations. Puis après, donc en même temps, ils avaient la nécessité de faire des relevés architecturaux. Donc, ils sont allés assez loin. Ils ont utilisé donc la modélisation 3D. Donc, c'est Alors, intéressant. Alors, Ning va vous ouais. expliquer un petit peu ce qui est aussi intéressant à Huangyou, c'est ce patrimoine de temples familiaux. En fait, par l'activité agricole, les familles vivent en communauté. Et la richesse de la famille, on l'investit dans le temple familial. Donc, vous avez l'habitation qui est en adobe, qui est en terre crue, mais pour le temple familial, on est en briques. Donc, dans l'utilisation des matériaux, on a aussi une hiérarchisation fonctionnelle dans le village où il faut faire attention. Et par rapport à la question de l'architecture vernaculaire et de matériaux locaux, c'est très intéressant aussi parce que tous ces temples familiaux utilisaient des briques qui étaient à l'époque produites à Canton. Donc à 200 km, c'était très loin pour l'époque. C'était une façon pour les villageois d'honorer leurs ancêtres, pour dire, voilà, on a quelque chose de très noble, parce qu'ils venaient d'un endroit où on n'avait pas accès à ces briques. Donc, quand on parle de matériaux locaux, il y a aussi une philosophie à apprendre. Donc, nous avons appris que voilà, ces briques-là n'étaient pas au départ fabriquées sur place, mais au fil du temps, avec la prospérité du village, ils commençaient à avoir des briqueteries autour. Mais c'est de la terre crue. Là, c'est juste donc la proposition qu'on a pu faire avec les étudiants. Donc, c'est un plan masse ou plutôt un plan programmatique où on a la conservation donc du temple familial, mais aussi des extensions où on vient travailler avec la rivière, où on réhabilite certains bâtiments. Donc, il y a toute une stratégie qui est mise en place entre les lieux de production, les lieux de vente, les lieux qui sont à destination d'exposition. Et là, c'est le rendu qui a été fait donc avec les étudiants, donc qui mettent vraiment en valeur par des cadrages sur le paysage ce relief karstique, donc notamment la photo de droite. Et puis c'est ce respect aussi de l'échelle du village. On garde bien le vide central pour notamment pouvoir continuer à faire sécher ces doches. Et puis on a tout un travail en élévation le long de cette rivière. Et on utilise notamment pas mal de terre crue. Oui. Et en fait, on avait 8 groupes d'étudiants. Ça, c'est un groupe d'étudiants de 3 personnes qui ont fait cette proposition. D'autres ont travaillé sur d'autres secteurs. Vous avez aussi des échoppes qui produisent de l'alcool avec Huangjing, qui est en fait une plante du coin. Il y a d'autres réflexions, mais c'est pour vous dire que dans la revitalisation du patrimoine, on pense aussi par rapport à la production agricole, il y a en fait de la valeur ajoutée dans l'activité économique et sans activité économique, on ne peut pas vraiment préserver tout ce patrimoine qui est arrivé jusqu'à nous. Alors là, on voudrait vous présenter une suite de 3 projets qui sont un peu en relation avec ce qui vient d'être présenté sur cette production de produits agricoles et leur valorisation, et notamment ce qu'on sait faire, je crois, le mieux en France, c'est le vin, l'industrie du vin. Alors, effectivement, quand on parle du génie du lieu, il faut rendre hommage à nos paysans et aussi à nos vignerons, puisque c'est eux qui façonnent aussi nos paysages. Et là, on vous emmène donc au centre de la France, une région volcanique, donc c'est la chaîne des Puys, on est dans le Puy-de-Dôme. Et là, c'est juste avant d'arriver dans le Puy-de-Dôme, on découvre ce paysage. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais au fond, on a ici le Puy-de-Dôme. Et donc, cette chaîne des puits qui maintenant est classée patrimoine UNESCO. Et donc, nous, on a eu l'opportunité de travailler pour un vigneron qui, lui, alors, ça ne s'invente pas, il est basé à Volvic. Il a décidé de faire du vin à Volvic. Alors, ça peut sembler une blague, mais non, c'est pas une blague. Parce qu'il ne faut pas
on oublie souvent, mais au 19e siècle, autour de 1850, le Puy-de-Dôme, c'était le deuxième département vinicole de France. Sauf qu'après, bien entendu, il y a eu Phylloxéra qui est arrivé donc par un plan de vigne américain et puis qui a tué tout l'ensemble des vignes françaises. Et malheureusement, dans le Puy-de-Dôme, on n'a pas replanté. Le Puy-de-Dôme a basculé, notamment avec Clermont-Ferrand, vers l'industrialisation. Il y a eu notamment Michelin, et puis d'autres industries qui sont venues. Et donc, on a un peu oublié la vigne. Il en reste toujours à petite échelle. Mais par contre, quand on se promène dans les villages autour de Clermont-Ferrand, on a toujours des maisons vigneronnes qui sont toujours présentes et des noms à typonymie très importante, Cours des vignerons, etc. Donc, beaucoup d'éléments qui nous rappellent ce passé. Alors, nous, on a travaillé pour un vigneron qui, lui, est très particulier, entre guillemets, un peu rock'n'roll, déjà parce que dans sa pratique, lui, il fait du vin nature. Et il est parmi les 10 meilleurs vignerons qui font du vin nature en biodynamie. Alors, ça veut dire, c'est un profond respect des sols. Par exemple, il n'utilise pas de machine. Il fait tout ça avec un cheval de trait parce que ce qui compte le plus, c'est de ne pas abîmer les sols. Donc, il ne peut pas mettre d'intrants. C'est pas dans sa philosophie. Il ajoute plus, c'est des doses c'est plutôt de l'homéopathie. Donc, il traite, s'il faut traiter ces plants de vigne, c'est avec des plantes. Je crois qu'il a l'autorisation d'utiliser un peu de bouillie bordelaise, mais c'est vraiment des doses homéopathiques. Et puis après, il laisse travailler son vin. Et finalement, c'est son talent qui fait qu'il arrive à sortir un vin qui se respecte. Et donc, il y a aujourd'hui toute une mouvance du vin nature. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est devenu très tendance, notamment dans les capitales européennes, parce que c'est un vin où finalement, on n'ajoute pas de sulfite. Il y a très peu de sulfite, donc il ne fait pas tourner la tête. Et en plus, dans sa pratique de vigneron, il ne pollue pas. Il ne pollue pas les sols parce qu'il faut savoir que la vigne, quand on fait de la vigne en conventionnel, on va utiliser 4 fois, c'est ce qui consomme le plus de pesticides, la vigne, et d'intrants. C'est 4 fois plus que, par exemple, quelqu'un qui cultive des céréales. Donc, en conventionnel, la vigne, c'est... Alors, bien sûr, maintenant, beaucoup de vignerons font des efforts, ils savent que c'est assez dangereux, mais c'est pour ça que cette pratique du vin nature est vraiment intéressante. Et donc, lui, il cherchait un bâtiment qui puisse répondre à sa façon de faire du vin. Et donc, nous, ça nous a beaucoup intéressés. Et surtout qu'on pouvait réfléchir à un bâtiment qui soit, pour correspondre à sa pratique, le plus écologique possible et qui réponde à ce paysage magnifique. Donc, on a créé ce bâtiment entièrement en bois, donc le chez No Control, donc qui fait environ 500 mètres carrés et qui est assez simple. Il dispose d'une cuverie, d'une zone de cave. Alors c'est une cave hors sol parce qu'on ne pouvait pas creuser le sol. Donc cette cave, c'est comme une boîte dans la boîte. C'est une cave qui est faite en briques et qui permet d'avoir, un peu comme ce qu'on a vu à Ouagadougou, une forte inertie. Et donc, il peut conserver son vin sans avoir recours à de la climatisation. D'ailleurs, il a refusé de la climatisation. Simplement, il nous a permis de faire un bâtiment sans climatisation ou sans système de réfrigération par rapport à des vignerons plus standards, parce que lui, en faisant du vin nature, il a une tolérance. Il a une sorte de... c'est-à-dire qu'il y a la possibilité que la température intérieure puisse varier. Parce qu'en hiver, à Volvic, il peut neiger. On peut avoir, il peut faire moins de 0 degré. Et donc, dans son chai, la température qui est normalement idéale pour la conservation du vin, c'est à peu près 13 degrés. Il peut descendre à 10, par exemple. Et en plein été, il peut avoir une montée de température à 16-17. Ça ne va pas affecter son vin. Il va arriver, lui, à gérer ce problème. Alors, nous, on a tout fait, pour limiter, bien sûr, on a fait le bâtiment le plus bioclimatique possible, c'est-à-dire avec une isolation vraiment très renforcée. On a 40 cm en toiture, 30 cm de mur, tout ça, c'est en laine de bois. La construction est entièrement en structure bois et on a fait des mesures et on s'est aperçu que la laine de bois est très intéressante aussi en inertie. On n'y pense pas souvent, mais elle a aussi quand même une capacité d'inertie et même de confort d'été. En général, on pense qu'une maison bois, alors c'est sûr que si on met que 10 cm, on n'aura pas beaucoup
d'inertie. Mais par contre, dès qu'on arrive à 30, voire 40 cm en toiture, là, on a une très bonne inertie. Puis après, on a travaillé sur de la surventilation nocturne, ce qui permet, en plein été, parce que malheureusement, ils sont aussi soumis à des canicules, il peut faire 35, et donc c'est la nuit qu'on va réussir à rafraîchir le bâtiment. Alors, il y a plusieurs dispositifs, et notamment dans la cuverie, bah, c'est ce dispositif de shed avec des verrières qui peuvent s'ouvrir de manière automatique. Donc là, c'est là qu'on a introduit un petit peu de technologie. C'est juste une verrière qu'on peut ouvrir avec une télécommande. Donc elle est motorisée. Et puis si en cas d'orage, elle se referme. Voilà. Puis après, bah, c'est avec des ouvertures sur les côtés qu'on arrive à faire ce tirage thermique. Alors là, je vous montre juste une image depuis l'espace de dégustation. On a cette fenêtre qui vient cadrer sur le paysage et notamment sur un des dômes. Et puis on aperçoit, alors là, ce sera trop flou, mais l'église de Volvic. Et puis on a les premières vignes de Monsieur Marie, le nom du vigneron. Voilà, donc en termes de matérialité, c'était exprimé alors le bois qui est non traité en partie basse avec des claustras, donc ça s'appelle du clairvoie, et en partie haute c'est aussi du bois, mais qui est teinté en noir. Alors c'est pas du bois brûlé, hein, c'est du bois qui est teinté en noir et qui rappelle le paysage et la skyline, la ligne de la chaîne des puits. Voilà. Alors, je continue sur un deuxième projet qui est toujours pour des vignerons. Cette fois-ci, c'est en Alsace, mais dans la partie Vosges de l'Alsace. Et on est sous un climat de montagne et ça s'appelle le Val de Villers. Le village s'appelle Albé et donc c'est aussi une très belle carte postale. Vous avez en premier plan donc les vignes donc de notre vigneron et puis le petit village d'Albé avec ses toits à 45 degrés, ses maisons alsaciennes à colombage. Et donc, nous, on nous a demandé de travailler, puisque ce sont des jeunes vignerons qui se sont installés dans ce village, qui ont pu avoir une parcelle, ce qui est assez compliqué à avoir, tout en longueur, de leur construire un chai avec, si possible, leur habitation sur le toit. Et donc, donc on l'a aussi construit entièrement en bois. Là, vous voyez que c'est vraiment le climat de montagne, puisque il n'est pas rare qu'on ait des fortes gelées et beaucoup de neige. Et donc, vous avez un grand socle dans lequel on retrouve l'ensemble des programmes du chai. Et puis, à l'étage, la partie habitation du vigneron. Voilà, donc là, je vous montre quelques images de la matérialité, comment on a utilisé le bardage bois, qu'on a fait quelques éléments de modé nature. Et le dernier projet qu'on veut vous montrer, il est toujours en Alsace, toujours lié au vin. Cette fois-ci, il est à côté de Colmar, dans la plaine du Ride. Donc, c'est la grande plaine d'Alsace où coule le Rhin. Et vous pouvez voir au fond, donc, on a la ligne bleue des Vosges avec le point culminant, c'est le château du Haut-Königsbourg. Alors, pour ceux qui ont étudié à Strasbourg, je pense que ça leur rappelle peut-être quelques souvenirs, sans doute de très bons souvenirs. Et puis, au milieu, ce qu'on va appeler à mi-pente, là, on a la route des vins. Ce sont les villages qui se sont, entourés par les vignes, qui se sont positionnés au Moyen Âge sur ces flancs de montagne. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment qu'on a proposé. Donc, c'est un pôle d'œnologie, donc à Colmar, qui permet, donc, c'est un laboratoire, c'est des bureaux et un laboratoire d'œnologie qui est spécialisé notamment, enfin qui travaille pour les vignerons qui veulent faire du vin bio et du vin nature. Parce que quand on veut limiter les intrants et le contrôle du vin, on est obligé de faire appel à la science et de mesurer. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de laboratoires avec des outils de mesure et des microscopes assez perfectionnés. Et c'est aussi la possibilité par ce bâtiment de créer tout un écosystème autour du vin, avec notamment un pôle formation pour que les vignerons qui sont en conventionnel et qui veulent souhaiter passer en bio puissent se former auprès donc de cette entreprise. Alors là, c'est le bâtiment qui est terminé. Donc eux ont bien sûr une approche très écologique, notamment avec une prairie fleurie. Ils ont utilisé le bâtiment pour mettre 96 panneaux solaires pour être un bâtiment à énergie positive. Et là, donc, c'est une construction qui est entièrement en bois et le bois nous a permis d'avoir, prochaine image, donc, ça offre beaucoup de potentiel aussi constructif. Notamment, là, on a fait une paroi qui est entièrement courbe et ce sont des charpentiers qui viennent des Vosges. Donc, ils avaient juste à descendre la montagne pour venir et ils ont pu réaliser ce bâtiment. Alors là, je vous montre juste deux détails parce qu'on a favorisé la ventilation naturelle pour ce bâtiment avec
Donc cette grande baie vitrée qui est plein sud, pour avoir des apports solaires notamment en hiver, on a dimensionné une casquette, etc. Mais pour permettre la ventilation et notamment la surventilation nocturne, on a juste un système assez simple, c'est cet imposte vitré qui est au rez-de-chaussée, derrière un claustrat, et puis cette verrière qui est automatique et qui permet de faire ce tirage thermique en plein été. Et le claustrat qui lui est fixe évite tout vandalisme, enfin ça permet aussi de se protéger quand on laisse ouvert et que le bâtiment n'est pas habité, par exemple, la nuit ou le week-end. Voilà, alors cette fois-ci, là, on change complètement de... Mais on reste en France, puisqu'on va à Mayotte. Et là, c'est juste pour témoigner d'un projet qu'on a eu la chance de suivre, c'était en 2010. Et c'est la première fois qu'on a pu travailler et mettre en place nos réflexions sur le bioclimatisme, mais cette fois-ci sous un climat tropical. Et c'était pour l'aérogare de Mayotte. Donc, Mayotte est devenue française en 2011. Et comme c'est devenu un département français, il a fallu équiper cette île, et assez rapidement, notamment avec un aérogare aux normes IATA internationales, pour qu'on puisse notamment permettre à plus de fonctionnaires, etc., aussi, et de venir à Mayotte, dans de meilleures conditions. Alors, juste pour, on peut revenir sur l'image d'avant, rapidement, c'est pour travailler ce bioclimatisme, donc on a bien sûr travaillé en plan avec des parties fonctionnelles, un côté ville, un côté piste, mais surtout ce qui compte quand on veut travailler avec le climat, c'est de travailler en coupe. Et donc là, je vous montre cette coupe qui est en bas avec juste quelques principes très simples. C'est notamment la partie ville. À droite, elle est conçue un peu comme un marché couvert, très ouverte, avec des protections, des sortes de grandes ventelles sur les pignons, et puis tout un travail sur une écoque de toiture qui permet, par tirage thermique, d'évacuer l'air chaud. Et puis par contre, côté piste, là on a des zones livraison bagages et à l'étage attente embarquement qui elles sont climatisées parce qu'on a dû répondre aux normes IATA. Et c'est-à-dire que quand vous descendez d'un avion, normalement vous ne pouvez pas passer de 18 degrés, des fois il fait même plus froid dans un avion, à une température de 30 ou 35 degrés. Donc c'est pour ça qu'on a dû avoir des zones climatisées. On n'a pas pu le faire entièrement en ventilation naturelle, cet aéroport, seulement la partie côté ville, c'est-à-dire le hall d'accueil, avec enregistrement des billets et puis tous les duty free, etc. Alors là, on vous montre quelques images avec encore une fois le potentiel de la construction bois. Donc, je ne veux pas trop m'étendre sur ce projet, mais juste pour vous dire, c'était un concours, et c'était un concours en PPP, partenariat public-privé. Nous, on était un gros consortium, donc plusieurs architectes, mais aussi avec une grosse entreprise. Le groupement, c'était SNC Lavalin, qui avait beaucoup de bureaux d'études, et on était contre des gens comme Aéroport de Paris. Et en fait, c'est le PPP qui nous a permis finalement de faire un bâtiment qui privilégie la ventilation naturelle et aussi l'utilisation du bois. Parce que celui qui allait exploiter le bâtiment, qui va gagner le concours, c'est pas que le bâtiment, c'est une exploitation sur 20 à 30 ans. Et donc lui, il était intéressé de ne pas avoir un bâtiment entièrement climatisé. Et donc il a aussi fait une proposition financière. C'est aussi ça qui a fait gagner le projet. Voilà, alors là, je vous montre quelques images à l'intérieur où on a ce rapport assez intéressant entre comment on filtre la lumière, euh, comment la ventilation arrive à travers ces ventelles. Voilà, donc, et là, c'est quelques détails, notamment, alors ce qui est assez difficile quand on fait ça en ventilation naturelle, c'est la dimension de ces ventelles. Et notamment, là, on a dû rajouter des éléments supplémentaires en plus des ventelles en bois pour protéger des pluies. Parce qu'on a des pluies battantes qui sont très fortes sous climat tropical. Et quand on a des grands pignons comme ça, malgré les débords de toiture, malgré 3 mètres de débord de toiture, c'est pas suffisant. On peut avoir des pluies qui sont presque à l'horizontale et qui peuvent rentrer dans le bâtiment. Donc là, attention, quand vous voulez faire de la ventilation naturelle, il faut faire très attention à ces jonctions et trouver le meilleur système, les meilleurs débords, etc. Il faut vraiment ne pas oublier ces détails-là, parce que ça peut être très vite une catastrophe. Voilà, et puis alors la conception aussi, enfin ce qui marche bien dans cet aéroport, puisqu'on a eu l'occasion d'y retourner en 2023, c'est aussi comment les Mahorais se sont appropriés cet espace.
et notamment les espaces sous Varang, qui sont des lieux d'attente, mais parfois même des lieux presque d'espace public. Moi, j'ai un souvenir d'être arrivé par le vol du matin et puis d'avoir pris un café sous la Varang, et on n'est pas dans un aéroport, quoi. Et après, on a discuté avec une métro qui était présente là et qui nous dit bon, moi j'habite à Petite-Terre, mais j'adore venir ici et je fais du roller avec mes enfants. Parce que bah, c'est un lieu, déjà, il est sécurisé, mais aussi parce qu'il est généreux. C'est comme un espace couvert, bien ventilé, et on adore ça. Voilà. Et c'est sur ça qu'on s'est dit, même un projet d'infrastructure peut devenir un lieu de vie. Et donc, on s'est intéressé à ce que veulent, parce que Mayotte a beaucoup de tensions en ce moment, non seulement la sécheresse, mais aussi des questions de violence urbaine. Et on s'est dit, mais il faut qu'on écoute les Mahorais de ce qu'ils désirent faire de leur île. Donc, on a fait, avec l'établissement foncier public de Mayotte, une enquête sur 350 habitants. On a eu des textes, des poèmes, des dessins qu'on va éditer, compléter cette année. L'enquête s'appelle Notre Mayotte à moi. Donc, on avait envie, justement, à partir de cette enquête, des paroles d'habitants, à partir de leur désir, de voir ce qui est déjà construit à Mayotte, ce qu'on peut apprendre de la trajectoire de Mayotte en urbanisme, mais aussi en production architecturale. Donc, je me demande un petit peu, on est en train de préparer un livre sur Mayotte, pas seulement sur l'aéroport, non, sur vraiment ce que Mayotte peut devenir, à sortir pour la prochaine biennale d'ici en novembre. Et ici, je vois Yves Michel au fond. J'espère qu'on peut accomplir cette tâche pour la date. En tout cas, j'y tiens beaucoup. Oui. Donc, pour terminer, climat et nature, on a vécu une trajectoire de campagne en ville, notamment dans les villes du Sud. C'est vraiment ma propre trajectoire et ma propre vécu d'architecte. Et donc, se vivre ensemble dans la ville de demain est confronté à une question climatique. Ici, je vous ai pris une photo de la ville de Kweling, et aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2022, les pluies torrentielles font que 80% de la ville était complètement sous l'eau. Donc, ça nous redonne à réfléchir par rapport à l'intelligence qu'on a eue dans les anciens villages, par rapport à notre cours d'eau, par rapport à la densité qu'on va mener dans notre urbanisme. Donc, je pense que bâtir pour le climat, c'est aussi de travailler à l'échelle urbaine. C'est pour ça que dans un projet qu'on a mené à Wuhan, on a préservé plus de la moitié du foncier, plus de 18 km² dans le milieu lacustre naturel d'origine. Parce que c'est un territoire qui est bâti sur les lacs, et la surdensification de la ville emmène plein de catastrophes naturelles, notamment pour les inondations. Et donc, en préservant ces tissus de village, ça donne aussi un lieu de découverte, de loisirs écologiques. Ce lac, il est en cours de réhabilitation, donc en fait d'assainissement, pour arriver à replanter les lotus, parce que traditionnellement, on a des champs de lotus à perte de vue à Wuhan, qui est aujourd'hui une métropole de 10 millions d'habitants, mais ils sont extrêmement attachés aussi à leur agriculture urbaine, et on était très applaudis par le jury quand on a fait cette proposition, parce qu'on était aussi la plus jeune des équipes d'urbanistes qui arrivent avec des idées d'écologie urbaine. Et je voudrais terminer la conférence sur cette question de patrimoine, parce que c'est aussi un symbole. Et Françoise Choët nous a dit que la question du patrimoine émerge quand il y a crise. Donc aujourd'hui, on vit dans une société en crise par rapport à notre identité, par rapport à notre culture, par rapport à notre réponse au changement climatique. Mais la question, c'est: est-ce que le patrimoine, c'est seulement le cadre bâti, ou c'est le symbole, ou c'est le message culturel qui est incorporé dans l'architecture? Et donc, je trouve qu'elle était très, très pertinente. Ce qu'elle dit, c'est que cette compétence d'édifier est le patrimoine. Donc, pour faire continuer cette compétence d'étudier, il faut permettre au patrimoine d'évoluer. Donc ici, je vous montre une des anciennes usines de Shanghai, qui est vraiment au centre de l'hypercentre de Shanghai, qui reste très peu utilisée
depuis des années, c'est une des réserves foncières qui reste. Et on a fait cette proposition qui est structurée autour de la musique et de l'école de musique en ville, parce qu'on manque aussi, comme dans beaucoup de villes d'aujourd'hui, on a beaucoup de tertiaires, mais on manque d'endroits culturels. Donc, on a proposé cette retransformation du patrimoine en prenant en compte le système de rivières qui traverse ces îlots, en introduisant certains éléments, je ne vais pas tarder là-dessus, des miroirs d'eau, de la verdure, mais aussi la revalorisation d'un patrimoine qui est né des années 30 avec un espace public plus agréable. Beaucoup d'entre vous se posent la question du verdissement en ville. Et ben, le verdissement en ville, ça a de sens qu'on a un programme associé, qu'on puisse associer les activités et que les habitants puissent être heureux dans ce futur quartier. Et je finis la conférence avec cette image de la rizière. Il y a un artiste qui a écrit Amour dans cette rizière parce que je crois que c'est cet attachement à ce paysage ancestral qui est le plus important pour nous, en tout cas en Chine. Et la retransformation de la campagne est aujourd'hui une thématique très importante aussi pour les architectes et urbanistes chinois. Ici, on a fait un projet, une proposition de retransformation d'un petit village qui a quand même quelques dizaines de milliers d'habitants, mais en préservant sur la moitié de son emprise du jardin, de l'agriculture urbaine, des pêchers au fond, des pommiers, parce que c'est une zone qui est très, très fertile en Chine, pour qu'on puisse continuer à vivre dans un environnement agréable. Et à la fin, je pense à la définition de l'architecture. Et chez nous, en Chine, quand on décrit le mode de vie, le cadre de vie, il y a 4 caractères qui sortent. C'est le vent, la terre, l'humain et l'émotion. Et je trouve que c'est une bonne définition de l'architecture. Si nous, architectes, on peut produire des espaces qui réunissent ces éléments, je trouve qu'on peut être content et satisfait. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez bien sûr des questions, nous pouvons y répondre. Déjà, merci beaucoup pour la conférence, c'est très intéressant et bravo pour vos réalisations. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'aérogare à Mayotte. Vous avez dit qu'il y avait des ventelles, qu'il fallait faire attention aux pluies horizontales et que du coup, comment vous avez en fait traité ce problème? J'ai pas bien compris. Alors, au départ, nous, on avait imaginé en phase concours donc des ventelles qui pouvaient être mobiles, c'est-à-dire en saison des pluies ou en cas de tornade ou de cyclone, on pouvait les fermer. D'accord? Sauf que pour des raisons budgétaires, elles sont restées fixes. Et le problème, c'est qu'elles n'avaient pas assez de chevauchement. Et pareil, l'inclinaison, enfin le rapport chevauchement-inclinaison n'était pas assez grand. Donc, il a été décidé de rajouter une couche finalement de ventelles supplémentaires, mais cette fois-ci, celles-ci, elles sont en polycarbonate, qui permettent de garder la lumière et de faire une double couche. Donc, si jamais on a une pluie qui est trop horizontale, elles vont arriver sur cette couche supplémentaire et descendre et ne pas rentrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà, c'est comme ça que ça a été résolu. Mais effectivement, quand on fait un bâtiment, surtout en 2010, comme ça, il est important d'avoir ce retour et puis de pouvoir trouver la bonne solution et de se dire, bah là, on a peut-être fait une erreur, mais on peut trouver facilement un palliatif, voilà, sans tout transformer. Et ça veut dire qu'en architecture, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut aussi imaginer le bâtiment en cours de vie, de pouvoir revenir et de faire des modifications. Et je pense que c'est ça qui est aussi qui change aussi, c'est que le projet ne s'arrête pas quand on l'a livré. Le projet, c'est tout un cycle de vie. Voilà, il faut maîtriser le risque aussi. Voilà, il faut parfois prendre quelques risques et puis après un peu assumer. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, on nous chasse, mais peut-être une dernière question. Moi, j'ai également une question sur l'aérogare. Vous avez dit que
au moment où donc le projet a été livré et que les gens ont commencé à vivre dedans, en fait, ils ont commencé à s'approprier l'espace, donc plus qu'une infrastructure, à vraiment s'approprier avec leurs fonctions. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que dans la structure de l'espace, ces gens ont permis de s'approprier ces fonctions? Je pense que c'est l'image d'un... Enfin, ce hall, c'est comme un marché couvert. Et c'est ça qui a plu aux Mahorais. C'est ce marché. Et c'est vrai que les Mahorais ont l'habitude de s'en rencontrer. Quand ils viennent chercher quelqu'un à l'aéroport, ils viennent peut-être à 10. Donc, il y a vraiment cette coutume d'échange et de rencontre, cet esprit aussi assez villageois. Et je pense que c'est ça qui leur a plu. Et c'est ça aussi qui nous a énormément plu dans les retours des habitants. Donc, on a décidé de mettre leurs paroles en page. Il y a 10 désirs de Mahoraises et de Mahorais, surtout des jeunes enfants qui vont à l'école, qui sont très surprenants. En fait, au lieu de parler de la difficulté d'aller à l'école, ils nous disent qu'il leur faudra un jardin. Ils nous disent qu'il faut de la culture, du loisir, et on a de magnifiques dessins qui seront dans le prochain livre pour vous montrer un petit peu je pense qu'il n'y a pas de meilleur programmiste que les habitants eux-mêmes. Voilà, donc... Merci. Une dernière question, non? C'est bon? Ah, merci. Oui, merci déjà, vraiment pour ce voyage, pour ces voyages. Mais justement, par rapport au voyage, j'avais une petite question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Est-ce que le voyageur ou la voyageuse, est-ce qu'ils sont les mieux ou les moins bien placés pour justement trouver ce génie des lieux? Eh ben, je pense que ça fait partie du défi de notre métier. Je pense que le voyageur ou la voyageuse, c'est la moins bien placée quand il arrive sur le lieu pour découvrir le génie du lieu. Donc, il faut accepter d'écouter, il faut accepter d'observer, il faut y vivre assez longtemps pour appréhender la question. Et rien que dans le village, dans le sud de la Chine, je crois que c'est au bout de 4 années où on commence seulement à comprendre comment les familles, elles vivent en communauté, comment elles gèrent leur foncier et comment elles souhaitent développer leur village. Parce que c'est justement ça qui était un grand obstacle pour la gouvernance locale dans la totale mécompréhension du fonctionnement et du désir de ces familles, qu'on était totalement bloqué par rapport parce qu'on a la finance de la réhabilitation, mais il y a 0 famille candidate. Donc, je pense qu'il faut du temps. Voilà. Donc, pour les voyages, il faut faire de longs voyages. Merci.